le sujet de cette table ronde aujourd'hui, première à démarrer ces conférences. Donc c'est le boom de l'IA et le sujet c'est quel véritable coût carbone et quels impacts énergétiques liés à l'IA. Pour ce débat, j'ai autour de moi 3 experts. Lina Ismail, d'abord, qui est donc de AFNOR Normalisation en tant que directrice développement, environnement et climat. Peut-être un petit mot sur ce qu'est AFNOR et ce que vous y faites. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc moi, je travaille au sein du groupe AFNOR, qui est certainement connu parmi vous pour ses certifications, ses labels et ses normes. Globalement, le groupe AFNOR, c'est plusieurs métiers. Mais le but de mon activité, c'est de développer des référentiels, des normes volontaires, des guides de bonne pratique pour aller outiller les acteurs économiques en France et pour contribuer au développement économique des acteurs français au niveau international. Donc on le verra notamment sur les enjeux d'IA et d'environnement. Il y a un enjeu pour les acteurs français de se démarquer au niveau international au travers du volet impact environnemental de l'IA. Donc globalement, ce qu'il faut imaginer et ce qu'on porte au sein du groupe AFNOR, c'est l'élaboration de normes et de référentiels volontaires comme des guides de bonne pratique pour venir aider les entreprises et les organisations qui, ici, vont faire appel à l'IA ou vont développer des services et des systèmes d'IA. Merci. Oui, donc quelque chose sur lequel on va revenir longuement pendant cette discussion. J'accueille aussi Christophe Weiss. Les deux sont très bien. Donc, Christophe est vice-président au comité de surveillance chez APL Data Center. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Donc APL Data Center, c'est une société qui a été créée en 83, je crois. Que j'ai eu la chance d'accompagner depuis presque son commencement, donc sur un domaine qui est un domaine très riche, hein, celui des data centers, en constante évolution et encore plus ces dernières années. Bon, on aura l'occasion d'en parler durant la table ronde. Alors, APL a 2 activités, une activité de conseil, donc c'est-à-dire qu'on aide nos clients, les opérateurs de data center à définir leur stratégie, à faire des choix d'implantation, à faire des choix de solutions par rapport à leurs besoins, à leurs contraintes. Et ensuite, on a une activité d'ingénierie, donc on étudie et on pilote la réalisation de ces ouvrages. On a une petite particularité qui est importante pour ce salon, c'est qu'on a un département d'une dizaine de personnes qui travaillent plus particulièrement sur la maîtrise de l'impact énergétique et environnemental et qui accompagne l'ensemble de nos projets en éco-conception et en certification. Merci beaucoup. Et donc, Christophe, on compte sur vous pendant ces discussions pour nous donner des chiffres et des choses concrètes vues du data center par rapport à cette problématique énergétique liée à l'utilisation de l'IA. Et enfin, donc, Quentin Perrier, donc, qui est chez Deloitte et qui a un rôle de Assistant Director, c'est ça, et qui a un rôle de Economic Advisory chez Deloitte. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis économiste de formation. J'ai fait un doctorat sur la question des énergies renouvelables et du nucléaire. Après, j'ai travaillé dans des think tanks, j'ai travaillé au Haut Conseil pour le climat aussi. Et là, j'ai rejoint l'équipe de Deloitte, donc une équipe d'économistes spécialisée énergie et climat. Et la particularité de notre équipe qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'on fait beaucoup de modélisation prospective pour comprendre un peu ce qui va arriver. Et voilà, c'est une étude qu'on a publiée dont je vais vous parler aujourd'hui. Ok, merci. Alors peut-être pour planter le décor et donner quelques chiffres comme un teaser un peu sur le début de cette réunion, je voudrais vous donner juste quelques chiffres sur la consommation de l'IA générative, donc ChatGPT, par rapport à l'IA spécialisée qui est un peu en fait l'IA, je dirais, ou les choses plus classiques liées à des métiers qui peuvent être liés à la simulation, à la modélisation. Qui sont un peu repeinturlurés, je suis un peu péjoratif sans doute quand je dis ça, comme IA spécialisée.
le coût d'apprentissage, c'est-à-dire la construction des modèles qui se fait de façon itérative, parce que ça apprend, plus on utilise l'IA, plus les modèles s'enrichissent. En fait, cette phase d'apprentissage pour l'IA générative, ça représente à peu près de l'ordre de 1283 mégawatts, ce qui veut dire par an, ce qui veut dire en gros l'équivalent de 274 foyers français, pour donner un ordre de grandeur. Le coût d'inférence, alors là c'est plus, je dirais, l'utilisation de l'IA générative et la façon dont les réponses se raffinent par proposition et comparaison de vérités successives pour passer d'une proposition à une autre. Et là, c'est beaucoup plus gros. On parle de 206 gigawatts par an, ce qui correspond à peu près à 44 000 foyers. Et pour donner une idée, c'est la consommation d'un pays comme le Bénin ou le Sierra Leone. Pourquoi ? Parce que en fait, les recherches, les IO et les demandes qui sont faites sont de l'ordre de plusieurs billions, quelquefois, en fonction de la complexité des questions posées. Donc on voit que à travers ces chiffres, il y a quand même une problématique et on va regarder ensemble aujourd'hui un peu les différentes solutions qu'on peut apporter à ça, de frugalité énergétique. Et donc, face à cette explosion de cette demande des data centers, on a besoin d'une IA frugale. Ce besoin se fait vraiment de plus en plus sentir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu ce qui se passe au niveau international, comment se positionne l'Europe et ce qui est fait plus concrètement sur le terrain. Donc j'aimerais commencer par vous, Quentin, et à travers les études qui ont été faites par Deloitte, d'avoir un peu brossé un peu le paysage de ce qui se fait dans le monde, pour redescendre peut-être plus sur l'Europe. Oui, alors effectivement, on a publié une étude mondiale où on regarde la consommation d'IA. Donc l'idée, c'était un peu de dresser un panorama quantifié, parce que l'IA suscite pas mal de fantasmes. Est-ce que ça consomme énormément, autant que plein de pays que peut-on dire des émissions de gaz à effet de serre aussi ? Et on voit déjà sur le terrain des contraintes assez fortes. J'aime bien citer l'exemple de l'Irlande, où les data centers représentent 22% de la consommation d'électricité du pays. Et on parle de 30% d'ici 2030. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui induit des tensions sur les systèmes électriques. Et ça a été un peu la porte d'entrée pour nous. Et du point de vue du climat, on entend parler de data centers qui sont alimentés avec des centrales à gaz. Donc ça aussi, ça interpelle évidemment. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez une idée, mais les chiffres qu'on a estimés, les data centers, donc l'IA mais aussi le reste, c'est 1,5% de la consommation d'électricité du monde. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc c'est à peu près 400 TWh. La France, c'est 500 TWh de production par an. Donc on est presque au niveau de ce que produit la France chaque année. Maintenant la question c'est quid avec l'essor de l'IA, qu'est-ce que ça va donner en 2030-2050 ? Et donc nous on a été les premiers à publier une étude sur le sujet. Il n'y en a que 2 depuis, il y en a eu une autre de l'AIE, donc il y a 2 études aujourd'hui. Mais voilà, qu'est-ce que ça dit ? À l'horizon 2030, alors il y a beaucoup de fantasmes, est-ce que ça va être un boom ou pas ? Nous, on a vraiment fait une analyse un peu quantifiée en partant des données de marché, voilà. Et on montre qu'on aboutirait à un facteur 2,5 d'ici 2030, entre doublé et triplé d'ici 2030. Bon, plutôt doublé aujourd'hui. Donc c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est à 3% de la consommation d'électricité mondiale. Donc voilà, c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres secteurs qui consomment énormément d'électricité et qui sont beaucoup plus gros, les secteurs industriels, le chauffage, le transport, etc. Et après, plus ambition, on a voulu regarder à l'horizon 2050, qu'est-ce que ça donnait ? Alors là, les incertitudes sont un peu plus grandes, forcément, donc on a pris des scénarios. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même énormément d'incertitudes sur l'essor de l'IA en tant que technologie, sur les progrès en efficacité énergétique aussi, qui posent beaucoup de questions et qui ont suscité beaucoup de débats. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on fait des puces et puis on les fait de plus en plus fines pour accélérer la vitesse des calculs. Mais aujourd'hui on va arriver bientôt, d'ici 5-10 ans, on arrivera à l'épaisseur de l'atome, donc on ne pourra pas faire beaucoup plus fin. Donc comment on continue à innover pour faire de l'efficacité énergétique ? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi de Moore qui parle d'efficacité énergétique. Bon, il y a l'équivalent, c'est la loi de Koumé qui dit qu'on double l'efficacité énergétique d'un calcul. Donc pour la même quantité d'énergie, on produit 2 fois plus de calculs tous les 18 mois. Bon, est-ce que cette loi va être maintenue ? Elle se vérifie depuis très longtemps, mais voilà, ça pose des vraies questions. Et donc, on a fait des scénarios un peu comme ça, scénario bas, scénario central,
Notre scénario central, si on aboutirait, donc on était à 1000 TWh en 2030, on aboutit à 2000 TWh en 2050. Donc encore un doublement. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau mondial ? Au niveau mondial, en 2050, si tout se passe bien, quand même, on essaye de réduire nos émissions, on électrifie. Donc on électrifie les transports avec les voitures électriques, on électrifie plein de choses. Et donc la place de l'IA là-dedans, ça reste à peu près 3% de la consommation d'électricité mondiale. Donc voilà. Donc finalement, alors il y a des incertitudes, ça peut être un peu plus haut s'il y a plus d'IA, un peu plus bas, mais vous voyez l'ordre de grandeur, on va être entre 2 et 5% de la consommation d'électricité mondiale. Qu'est-ce qu'on en tire ? C'est pas que le sujet est anodin, pas du tout, parce que comme j'ai dit, il y a des tensions très fortes au niveau local sur les systèmes électriques, il y a des enjeux sur les émissions, avec comment on alimente les data centers. En plus, il y a des régions qui sont plus ou moins carbonées, on va dire. En Europe, on a beaucoup d'électricité bas carbone, c'est moins le cas en Asie, par exemple. Mais finalement, ce qu'on en dit, c'est que l'IA, c'est un peu un signe avant-coureur de l'électrification qui arrive. Il va falloir qu'on électrifie toutes nos flottes de véhicules. Ça va être énormément d'électricité. Il va falloir de l'hydrogène pour décarboner l'industrie. C'est énormément d'électricité. L'IA, c'est beaucoup d'électricité. Ça restera petit en comparaison de tout ça, mais ça arrive plus vite. Et donc, c'est un signe de tout ce qu'il faut faire. Et ce que ça montre, c'est que finalement, les très gros leviers au niveau mondial et donc au niveau européen pour essayer de réduire cette empreinte et la consommation d'électricité, c'est petit 1, l'efficacité énergétique. Il y a un enjeu de poursuivre la R&D pour trouver des nouvelles solutions. Ça, c'est vraiment le plus gros driver, je dirais. Petit 2, c'est créer des synergies au niveau local, parce que c'est très localisé dans certaines régions, hein, donc l'Irlande, en France, c'est la région Île-de-France. Donc créer des synergies avec les opérateurs de réseau pour qu'ils puissent plugger assez vite les data centers sur des énergies renouvelables. Et puis le troisième facteur, c'est bien sûr alimenter tout ça avec des énergies renouvelables. Voilà. Donc ça donne un peu le panorama et les solutions qu'on voit pour limiter et avoir ce qu'on appelle une IA verte, donc des data centers plus verts. Sachant que là, on aborde qu'un des 2 gros pans de l'IA. Hein. Le deuxième gros pan, c'est ce qu'on appelle AI for Green, donc comment l'IA peut contribuer à réduire les émissions. Mais on en parlera plus tard. Ok, peut-être une question quand même. Est-ce que vous voyez par rapport à ce qui est fait notamment aux US, qui sont quand même les précurseurs et les loin devant par rapport européens et asiatiques, est-ce que vous voyez en Europe, par rapport aux autres, une particularité de la façon dont c'est implémenté ? Alors, clairement, l'Europe est souvent le leader en termes de régulation. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, il y a en 2020, donc on est beaucoup plus avancé en termes de régulation environnementale. En 2023, il y a une directive sur l'efficacité énergétique qui était un peu floue, mais en 2024, il y a eu un acte délégué qui a précisé ça et qui a dit on va réguler les data centers. Et ça n'existe pas aux États-Unis et encore moins dans le contexte actuel. Donc, ils ont dit bon, pendant 1 an ou 2 ans, on va observer l'état du parc. Et donc, vous devez faire un reporting de combien d'électricité renouvelable vous utilisez, de quelle est l'efficacité pour refroidir vos data centers, etc. Donc ils ont 28 indicateurs à rapporter tous les ans, et ça c'est très, très nouveau. Enfin, il n'y a que l'Europe qui fait ça, plus Singapour, en gros. Et l'idée, c'est que dans 2 ans, il y aura des objectifs contraignants qui vont s'appliquer. Et il y a même, donc il y a même l'Allemagne qui a été un peu plus loin, qui a cette directive sur l'efficacité énergétique, qui a dit j'attends pas l'acte délégué et le niveau européen, j'avance moi tout seul et je traduis ça par des objectifs. Donc il y a des objectifs, par exemple, pour réutiliser la chaleur fatale. Les data centers, c'est beaucoup de chaleur. Et donc si vous pouvez utiliser cette chaleur pour chauffer des bâtiments alentours, c'est vraiment réutiliser ça. Donc les leaders, pour moi, aujourd'hui, c'est l'Europe et en particulier l'Allemagne. Et puis, après, chaque pays fait un peu aussi des choses, mais clairement, on essaye des choses. Après, c'est aussi plus de contraintes. Et donc la question, c'est dans une course folle. Je veux dire, on parle d'un demi-trillion qui investit chaque année. Est-ce que ça va tenir ? C'est la question. D'accord. Alors peut-être avant, parce qu'on aborde maintenant un peu le sujet de ce qui est fait en Europe en termes de normalisation, de reporting. Mais avant d'aller là-dessus, j'aimerais passer la parole à Christophe et comprendre d'un point de vue d'un data center, quelles sont les solutions possibles et envisageables pour avoir une IA frugale. Et peut-être aussi derrière une deuxième question, c'est l'IA par rapport au reste de ce qui est fait dans un data center. Est-ce que ça commence à être significatif ou ça reste marginal ? Alors avant de parler solutions, j'aimerais ramener un peu les choses à leur proportion. Tout d'abord,
Effectivement, si on se base sur les prévisions que vous pouvez tous lire dans la presse, les études que vient de citer Quentin, on s'oriente vers un boom, une explosion de la consommation. Alors, il y a une seule chose dont on est sûr, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis des décennies. Et tout à l'heure, Quentin citait la loi de Comet, que j'ai découvert hier. Il y a la loi de Moore, tous les 18 mois, on multiplie par 2 la puissance de calcul des processeurs. Puis la loi de Comet, tous les 18 mois, on divise par 2 la consommation à performance équivalente. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une consommation flat. En fait, depuis 2010, le parc des data centers a consommé, je crois, de l'ordre de 6 à 7% seulement d'électricité en plus. Alors évidemment, il y a une accélération depuis 2020 avec le Covid, avec l'IA qui génère tout de même une consommation supplémentaire. Mais de là à penser qu'on va doubler en 2030 ou tripler, moi je reste interrogatif parce que dans la réalité, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les progrès d'efficacité énergétique sur les infrastructures data center ont été énormes. On est passé d'un PUE, alors le PUE c'est la consommation globale de l'ouvrage de data center sur la consommation IT. On est passé de 2,7 à 1,5, 1,45 en moyenne. Et on a même maintenant des PUE à 1,1. C'est-à-dire que pour 1 consommé sur les serveurs, on consomme 0,1 sur les infrastructures du data center, pour refroidir, pour alimenter électriquement, etc. Donc les progrès sont énormes. C'est-à-dire qu'on est dans un facteur de 200 à 300% d'amélioration de l'efficacité énergétique sur l'ouvrage data center. Sur les serveurs, c'est la même chose. En fait, hein, sur les processeurs, c'est la même chose. Sur les softs, on fait aussi des progrès pour essayer d'être green by design. Donc en fait, tout ça fait que l'efficacité énergétique de l'ensemble progresse, pas uniquement pour le bien de la planète, hein, c'est parce que l'énergie, ça coûte très cher. Donc nos grands opérateurs mondiaux, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? C'est à diminuer leurs factures. Donc en fait, il y a une tendance quand même, pas à l'explosion, mais à la maîtrise de la consommation énergétique, tout simplement parce que business is business, il vaut mieux ne pas augmenter ses consommations. Donc il y a quand même un phénomène qui se passe, on est quand même dans une révolution avec l'IA. Les GPU, ça consomme beaucoup, hein, et là, on est dans la force brute actuellement. Hein, on multiplie les GPU c'est une course, quoi, pour remporter le morceau. Et il y a effectivement un sujet de consommation et de mise à disposition de cette énergie pour les nouveaux projets. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire actuellement? C'est non plus, pour ceux qui connaissent un petit peu le data center, les serveurs, on les refroidissait dans l'air. Enfin, on les refroidit toujours dans l'air. Hein. C'est-à-dire qu'on amène de l'air froid, il se réchauffe et puis on le refroidit et on fonctionne en circuit fermé. Maintenant, ces fameux GPU, on va les refroidir avec de l'eau. Pourquoi de l'eau? C'est comme le moteur d'une voiture. L'échange, il est meilleur qu'avec l'air. Quand on amène de l'eau à la surface du processeur, l'échange il va être meilleur, l'efficacité énergétique va être meilleure. L'acronyme c'est DLC, c'est ça? C'est DLC, donc Direct Liquid Cooling. Donc c'est ce qui est mis en place actuellement dans les data centers. C'est un changement de conception parce que avant on faisait circuler de l'air dans les salles. Maintenant on amène des tuyaux sur chaque serveur ou chaque GPU. Bon, donc ça fait des dizaines, des centaines de tuyaux qui arrivent sur les baies. Et ça, multiplié par le nombre de baies. Donc, vous voyez bien que on n'est plus dans l'aérolique, on est dans la plomberie. Et chez vous, vous avez de la plomberie. Hein, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, ça fuit, quoi. Donc, il y a quand même des problématiques à résoudre. Donc, on est vraiment dans un changement de conception des data centers. D'ailleurs, des grands acteurs comme Meta ont fait un premier design. Ils ont tout cassé, ils ont même arrêté leur projet. Et ils sont partis sur un nouveau design. Parce qu'en fait, on est sur une nouvelle manière de concevoir et réaliser ces data centers. Donc là aussi, on est dans une révolution des infrastructures. Il faut l'appréhender, le mettre en œuvre. Et
c'est pas sur des data centers existants qu'on peut le faire. C'est la plupart du temps sur des nouveaux data centers conçus pour ces dissipations. On passe d'une baie qui consommait 10 kW, 10 kW c'est 5 radiateurs, hein, à des baies qui font 100, 150, voire on parle maintenant de 300 kW par baie. On n'est plus du tout dans le même paradigme. C'est des puissances énormes à refroidir de manière très dense. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'IA et des GPU, hein, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait concentrer la puissance de calcul avec des temps de latence extrêmement courts pour que ce soit performant. Donc, on est obligé de densifier. Parce qu'on pourrait dire, on étale tout ça, comme on l'a fait dans le passé. Là, apparemment, c'est plus compliqué. Donc, voilà, la nouvelle solution, c'est le Direct Liquid Cooling. Et le deuxième grand changement, c'est que il faut amener énormément de puissance. Donc, pour amener beaucoup de puissance, il ne faut pas être trop loin des sources d'énergie. Donc, la réflexion, elle est où on va s'implanter. Ça, c'est le nerf de la guerre, pour que l'énergie nécessaire soit disponible en quantité suffisante. Donc, on essaie de se rapprocher des sources de production d'énergie, parce qu'il ne suffit pas de quelques éoliennes ou quelques panneaux solaires pour alimenter ces data centers. On est quand même sur des puissances de l'ordre de dizaines, centaines, voire maintenant de l'ordre du gigawatt. Un réacteur nucléaire, c'est 900 mégawatts, donc on n'est pas loin. 900 jusqu'à 1500. Voilà, c'est ça. Donc oui, avec les EPR. Donc on n'est pas loin de la puissance d'un réacteur nucléaire. Donc il faut être à côté d'une centrale nucléaire. Donc la problématique, elle est là, d'où les effets, les effets d'annonce. Les annonces qui ont été faites au moment du sommet sur l'IA par EDF, de dire, on va vous proposer des terrains, parce que nous, on a du foncier, puis en plus, on a des anciennes centrales avec des adductions, tout est prêt, vous allez pouvoir vous implanter là, ça va être plus rapide à déployer, et on pourra vous amener la puissance dont vous avez besoin. Bon, alors je pourrais continuer. D'accord, non, c'est intéressant parce qu'en fait, par rapport à ce que disait Quentin, il y a des solutions qui montrent que peut-être la consommation ne va pas exploser comme elle était. Et visiblement, il y a des solutions pour amener l'électricité nécessaire proche de la consommation des data centers. Moi, je pense, je ne mets pas en cause les prévisions qui sont faites, hein, parce que aussi bien Deloitte que la UIA sont des prévisionnistes très sérieux. Simplement, ces prévisions sont faites avec l'état actuel de l'art. Or, ce qu'on sait, le passé enseigne que les progrès sont continus sur la manière de concevoir les outils, aussi bien la partie hard que la partie software, que les infrastructures data center, et que finalement, dans le passé, on a eu les mêmes problématiques de hausse de la consommation et de l'utilisation. La courbe, elle n'est pas exponentielle. Maintenant, où elle sera, ça, je ne suis pas devin. D'accord. Alors, pour mettre tout ça en œuvre, il faut donc un minimum de cadrage, d'outils, de régulation. On parlait de reporting tout à l'heure qui était imposé par l'Europe. C'est intéressant de voir ce qui est fait au niveau européen et en quoi la France joue un rôle, je dirais, de leader et un peu de précurseur et d'exemple pour les autres. Lina. Oui, alors par rapport aux interventions de Quentin et Christophe, je vais pas mal rebondir sur les aspects de tendance. Globalement, on a vu avec les études ou avec les premières solutions qui sont apportées qu'on est vraiment sur une tendance où on a du coup ce boom de l'IA qui est concret. Et il faut pouvoir commencer à apporter des solutions, apporter un cadrage, mais aussi pouvoir identifier globalement une trajectoire et également pouvoir donner une réponse très concrète aux besoins des entreprises. Nous, côté AFNOR, ce qu'on a vu par rapport à tous ces éléments, c'est que, premièrement, on a vu du coup de plus en plus d'entreprises qui se posent la question de pouvoir aller utiliser un service d'IA, de faire appel à un AI provider ou de développer un service ou un système d'IA, sans se poser également les questions de consommation énergétique, de ressources
énergétique au global, de consommation d'eau également, parce qu'aujourd'hui on se parle beaucoup de la consommation énergétique de l'IA, mais moi je voudrais faire un pas de côté également. On va vous parler plutôt d'une empreinte écologique globale et des impacts environnementaux globaux de l'intelligence artificielle. Effectivement, la consommation énergétique, elle est prégnante. On a aussi beaucoup la consommation en eau. On a par exemple, on dit souvent dans des études qu'une requête sur ChatGPT, c'est l'équivalent de 50 centilitres d'eau, justement lié au data center, mais pas que. Donc globalement, sur cette tendance-là, on a d'une part les entreprises qui se saisissent de l'IA, très bien, mais on va venir questionner également les besoins, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et d'autre part, ces entreprises qui sont dans tous les cas sujettes à de plus en plus d'obligations en termes de reporting extra-financier, c'est-à-dire qu'elles doivent, au fur et à mesure, avoir une vision de plus en plus globale de leurs impacts environnementaux, que ce soit le scope 1, le scope 2, le scope 3, mais globalement, faire appel à un service d'IA, ça rentre dans les impacts environnementaux, dans un bilan carbone. Donc il faut pouvoir savoir où on se place. C'est-à-dire il faut pouvoir avoir une méthode de calcul. Il faut pouvoir identifier ce que ça fait concrètement sur le bilan carbone lorsqu'un grand groupe met en place ou fait appel à un service d'IA pour un ou plusieurs de ses métiers. Passé ce constat-là, globalement, on s'est rendu compte au sein d'AFNOR et en parlant avec plusieurs de nos parties prenantes que les entreprises qui du coup font appel à l'IA ou utilisent l'IA communiquent pas ou communiquent peu ou parfois communiquent mal sur l'impact environnemental de leur service ou de leur système d'IA. Donc globalement, on a un risque de greenwashing, globalement, puisqu'on est sur une nouvelle technologie. Donc nous, côté AFNOR, on a choisi de développer un projet de guide de bonne pratique, de référentiel général pour l'IA frugale, pour justement venir outiller, dans un premier temps, les entreprises françaises et toutes les organisations, parce que ça s'applique aussi à une collectivité territoriale, à d'autres types d'organisations, quelle que soit leur taille, venir outiller, proposer des définitions, une méthode de calcul associée. Qu'est-ce qu'une bonne méthode de calcul de l'impact environnemental de l'IA pour une organisation qui y fait appel, et proposer des guidelines volontaires de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne calcule pas son impact environnemental, comment on peut s'assurer d'avoir une communication qui est au plus proche du réel et qui n'est pas en faveur d'un potentiel greenwashing ? Donc globalement, on a lancé en 2024 un projet national sous impulsion et en partenariat avec le ministère de la Transition écologique de référentiel général pour l'IA frugale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le document qui a été publié en juin 2024, c'est un document qui est volontaire, qui est mis à disposition gratuitement et qui peut être téléchargé et utilisé par toutes les entreprises aujourd'hui en France, mais également dans le monde puisqu'on l'a traduit en anglais. Ce référentiel-là, il donne tout d'abord une première définition de l'IA frugale. Ça peut apparaître comme un buzzword, comme un terme un peu marketing, mais globalement, on s'axe vraiment sur une définition la plus scientifique possible, où on va définir ce que c'est qu'une IA frugale par rapport à une IA efficiente. Deuxièmement, le cœur du document, je dirais, c'est vraiment cette méthode de calcul. Comment on calcule l'impact environnemental d'un système ou d'un service d'IA qui est utilisé ou qui est développé. Très concrètement, cette méthode-là, on n'a pas réinventé la roue. On se base sur une méthode de calcul en lien avec les principes de ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie environnemental. Donc les fameuses ACV, s'il y en a dans la salle qui sont familiers avec ça. C'est très concrètement une méthode de calcul qui permet, par cette méthode de calcul harmonisée, une comparabilité globalement, et le fait d'aussi se poser la question de la totalité des impacts environnementaux et pas seulement des émissions carbone. Et dernier élément dans ce référentiel général pour l'IA frugale, vous trouvez aussi des guidelines de communication sur la base de la méthode de calcul, mais aussi des bonnes pratiques. Cette partie bonnes pratiques, c'est environ une trentaine de bonnes pratiques qui sont applicables par métier au sein d'une entreprise, mais aussi par étape du cycle de vie de l'IA,
et qui ont été collectés, notamment avec un partenariat avec Francia, qui a piloté toute cette partie justement de collecte de bonnes pratiques pour s'assurer qu'on a aujourd'hui des bonnes pratiques qui conviendraient à tout le monde, peu importe si vous êtes côté RSE, achat durable, etc., ou si vous êtes dans les équipes tech, ou si vous êtes dans des équipes métiers et que vous vous posez la question d'une manière ou d'une autre du recours à l'IA. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que depuis la publication de ce référentiel au niveau français, en fait, on s'est très vite rendu compte avec le ministère de la Transition écologique qu'au niveau français, on a une carte à jouer par rapport au niveau européen et par rapport au niveau mondial. On est vraiment sur une exception. Les acteurs français qui sont très force de proposition, qui sont, je dirais, à la pointe de cette prise en compte de l'impact environnemental de l'IA. Donc cette méthode que je vous ai explicitée là, en fait, on la porte au niveau européen. Et la France, au travers d'AFNOR, pilote un projet de norme européenne sur l'impact environnemental de l'IA pour faire de la spécificité à la française. Demain, la norme, je dirais, européenne ou mondiale, c'est-à-dire que cette méthode de calcul à la française, globalement, demain, deviendra la méthode de calcul la plus harmonisée au niveau européen et international, dans le but d'outiller en fait toutes les entreprises qui seront soumises à l'IA Act, puisque du coup, nous, en termes de normalisation, on arrive avec des outils volontaires qui viennent compléter notamment les réglementations européennes. Et les autres pays suivent en Europe? Pardon ? Les autres pays européens suivent. Exactement. Donc le système de normalisation fait que on n'arrive pas en imposant un texte, hein. On arrive en posant justement notre texte français sur la table et en invitant tous les autres pays européens à contribuer. Donc nous, on est du coup sur un système où on est challengé globalement. On a beaucoup les Danois, les Allemands, les Suédois qui viennent autour de la table. Mais en fait, tout cela, ça se fait en co-construction. Après, effectivement, lorsqu'on arrive en proposant et en pilotant un projet, on a effectivement plus de marge de manœuvre et on est du coup plus à la manœuvre, effectivement, en termes d'influence européenne. C'est une position très intéressante qu'on fait valoir également au niveau international. D'accord, je vous fais réagir peut-être, Christophe. Je voulais juste intervenir une minute sur la consommation de l'eau, parce que c'est un sujet dont on a pas mal parlé l'an dernier notamment, on en parle encore. On explique effectivement qu'une requête ChatGPT, ça consomme X litres d'eau, que Microsoft consomme des dizaines ou des centaines de milliers de mètres cubes, je ne sais plus, enfin bon bref, les chiffres sont astronomiques. En fait, en France, c'est très contrôlé, c'est-à-dire que votre data center, c'est comme votre chauffage central chez vous. Vous remplissez l'installation, vous fermez le robinet et vous fonctionnez en circuit fermé. Vous ne laissez pas le robinet couler. Un data center, c'est pareil. Donc la consommation en eau, elle est faible. Et même sur certains data centers mal conçus, on va dire, vous êtes obligé de pulvériser un peu d'eau l'été quand il fait très chaud, on est quand même sur des consommations relativement faibles. On n'est pas sur les conception qu'on peut trouver aux États-Unis, où on va prélever de l'eau sur les ressources naturelles pour refroidir le data center. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Et donc, voilà, on est sur le mythe de la consommation de l'eau en France, voire en Europe. Aux États-Unis, c'est un peu différent. D'où les consommations sur les requêtes ChatGPT. Mais voilà, je voulais juste ramener les choses à leur juste proportion. Vous faites bien, ouais. Quentin, vous vouliez réagir? Oui, pour rebondir aussi sur la question quelle est la place de l'Europe et sur l'IA frugale, effectivement, je pense qu'en France, il y a vraiment cette appétence et les acteurs s'en saisissent. Moi, ce qui m'a frappé, c'est au sein de Deloitte, qui est une boîte internationale. Et puis là, cette étude qu'on l'a faite, on a beaucoup échangé avec des Américains, alors à la fois nos collègues de Deloitte, mais aussi des entreprises. Et c'est vrai que la question de l'IA frugale est beaucoup plus éloignée de leur système de pensée, je pense, là-bas. Là-bas, mettre une centrale à gaz pour alimenter un data center, s'il a besoin d'électricité et qu'il n'y a pas d'autre solution, pourquoi pas? Alors que ça interpelle beaucoup plus. Donc effectivement, il y a des différences entre pays qui sont vraiment très notables, je trouve. Ok, peut-être une dernière question. On parlait des outils qui sont mis en place à travers l'aide de l'AFNOR. Est-ce qu'il existe d'autres outils utilisable par tout à chacun qui utilise de l'IA pour se rendre compte
de combien il consomme et combien le requête consomme. Je crois qu'il y a déjà des choses qui existent à ce niveau-là. Hein. J'ai vu ChatUI, par exemple, c'est ça? Oui, effectivement, il y a des chiffres qui circulent. Une requête IA, ce serait 30 fois une requête Google. Voilà, ça c'est un peu le chiffre qui circule depuis quelques années. On ne sait pas exactement d'où il vient, mais je pense que dans l'ordre de grandeur, c'est pas complètement faux. Et il y a quelques... Voilà, parce que finalement, ces modèles, ce qui devient compliqué, c'est que la plupart des gros modèles, ils sont fermés aujourd'hui. Vous n'avez pas accès au code, mais il y a quand même des modèles qui existent où le code est disponible. Et il y a un think tank, on va dire, sur l'IA qui s'est saisi de ces sujets et qui a regardé tous les modèles existants, combien ils consommaient pour une requête. Et ils l'ont mis en ligne, donc vous pouvez aller taper votre requête et vous voyez combien ça fait en termes de consommation d'électricité. Alors, juste ça, parce que les émissions, ça dépend où c'est, évidemment, donc c'est plus difficile. Et donc, vous pouvez voir votre requête, c'est assez fort. Vraiment, vous tapez, et puis vous voyez, chaque ligne qui est générée par l'IA, en fait, où l'IA tourne, le compteur augmente. Et après, une réponse de 20 lignes, c'est 3% de la recharge de votre téléphone. Voilà, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais vous voyez, si vous en faites 20, c'est une recharge téléphone, en fait. J'ai vu aussi qu'il y avait des outils type code carbone qui permettent, lorsqu'on écrit des programmes, de savoir en gros à l'utilisation la consommation d'énergie et d'équivalent carbone que ça représente. Oui, effectivement, c'est une autre. Donc il y a 2-3 initiatives comme ça. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ça permet de se rendre compte. Et ça va pousser peut-être un moment à des algorithmes plus efficaces. Parce qu'au niveau des data centers, effectivement, ils essayent d'optimiser. Business is business. Mais sur les algorithmes, pour l'instant, on est plus dans une course et moins dans une optimisation énergétique. Et c'est quand même évidemment un levier important. Alors ce sera très difficile à réguler parce que pour l'instant le code est secret, donc combien ça consomme c'est difficile à voir. Pour les gros, je ne pense pas qu'ils vont les ouvrir demain, mais peut-être que si via des normes ou des meilleures pratiques les acteurs s'en saisissent, c'est une piste aussi pour agir. D'accord. Peut-être un dernier mot avant de donner le micro à la salle, s'il y a des questions sur ce qui s'est dit, sur les outils, sur le futur et comment tout ça va évoluer. Lina, peut-être? Oui, alors on a pas mal parlé de l'impact carbone, de la consommation énergétique, etc. Il y a, je dirais, la contribution d'un service d'IA à la transition écologique. On pourrait se placer dans une logique un peu de double matérialité. Il y a d'une part ce que consomme en termes environnementaux un service d'IA, mais il y a aussi à quoi il sert. Et globalement, nous, au niveau du référentiel pour l'IA frugale, on questionne beaucoup ça. Une IA frugale, c'est pas une IA seulement sobre au niveau de la consommation énergétique, en eau, etc. C'est aussi ce à quoi elle sert. Globalement, on peut définir par IA frugale une IA qui effectivement a attaché de limiter au maximum ses impacts environnementaux à performance égale et aussi qui, j'irais dans son utilisation, contribue positivement à une catégorie d'impacts environnementaux. Je vous donne un exemple un petit peu concret. Imaginez que vous ayez un service d'IA qui soit le plus sobre en termes de conso énergétique, consommation en eau, etc., etc. Et globalement, c'est pas pareil d'utiliser votre service d'IA pour détecter des nouveaux puits de pétrole ou pour vigiler et anticiper des feux de forêt. Donc c'est vraiment le fait de se poser la question de à quoi sert mon service ou mon système d'IA, essayer de toujours avoir en tête les effets rebonds également, et voir dans quelle mesure holistique on peut se placer en termes d'impact environnementaux global, puisque du coup on a une responsabilité environnementale au sein des entreprises. Ouais, là on est plus sur en fait le IA for Green que les Green Tech pour avoir une IA frugale. C'est encore un autre sujet. Vous voulez pas dire un dernier mot? Oui, alors moi j'ai discuté hier avec l'expert IA du CEA. Donc le CEA qui a deux casquettes, la casquette civile et la casquette militaire. Alors, il me disait, moi j'en fais depuis des dizaines d'années, c'est pas juste l'IA générative, c'est tout ce qu'on utilise avec des algorithmes pour mieux faire notre travail. Et
À titre personnel, moi je suis tiraillé au quotidien. Je reçois des pubs de Microsoft pour utiliser Copilot pour la meilleure recette de gâteau d'anniversaire ou pour le cadeau qui va faire vraiment plaisir à ma belle-mère. Ils m'inondent de mails pour me proposer ça avec Copilot. Et en parallèle, nous, au quotidien, sur les conceptions de data center, on va utiliser l'IA pour, dans notre base de données projet, trouver la conception qui va être la plus pertinente par rapport aux besoins exprimés par une certaine typologie de clients et pour pouvoir prévoir l'efficience énergétique de son data center. Donc on est vraiment entre les deux, hein, à titre individuel mais à titre professionnel, entre deux tendances complètement opposées. On me force à consommer, mais en même temps on me demande le même. Hein, Microsoft par exemple va nous demander de by design de faire un data center qui va avoir un PIE extrêmement faible. Donc il faut jongler avec ça. Quoi. Ah, on est souvent entre les deux usages. Bon, je suis désolé, on va être obligé de s'arrêter là. Je voudrais laisser quelques minutes à des questions dans la salle éventuellement. Ah, ici. Madame. Oui, bonjour. Merci pour l'intervention. Vous avez beaucoup parlé de l'impact en France avec une énergie décarbonée, beaucoup des data centers en France et de l'impact des data centers en France. Sauf que la dernière étude de l'ADEME qui a été mise à jour en 2024 montre que la majorité de notre impact aujourd'hui, de notre usage aujourd'hui en France, il est fait par des data centers à l'étranger. Et donc, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur votre vision là-dessus. Qui peut prendre ? Alors, je vais répondre de deux manières. Je pense qu'on n'a pas tant parlé de coût carbone finalement, on a parlé beaucoup d'électricité. Donc, j'avais parlé de, aujourd'hui, c'est 1,5% de l'électricité mondiale. En termes d'émissions de CO2, c'est plutôt 0,5%. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des usages électriques déjà largement décarbonés. Donc voilà. Sur un sujet qui est parfois anxiogène, je trouve ça quand même intéressant de se rappeler que voilà, c'est quand même déjà électrifié, donc c'est plutôt pas mal. Après, je trouve que votre question, elle se relie beaucoup à la question de la souveraineté, qui est en train de monter très très fort. Et on voit que pas forcément pour des raisons environnementales, mais pour des raisons de souveraineté numérique, on va relocaliser de plus en plus, en Europe au moins, et si possible en France, pour les usages français. Donc effectivement, on importe. Après, ça veut dire par rapport à l'électricité qu'on utilise en France, c'est un peu plus carboné ailleurs, mais c'est pas non plus un facteur 100. Et c'est pas une tendance qui devrait se poursuivre. Voilà, quelques éléments de réponse. Je vois que Christophe a envie de compléter. Oui, alors effectivement, j'ai vu l'étude de l'ADEME. Ils ont bien fait d'intégrer l'impact des requêtes qu'on fait sur les data centers étrangers. C'est sûr qu'en France, l'impact, enfin l'énergie électrique qu'on consomme, elle est décarbonée à 93-94%. Donc, on est pas du tout sur les mêmes proportions que quand on utilise un data center américain. Donc, il vaut mieux faire une requête d'IA sur Mistral que sur Microsoft ou OpenAI. Donc, et c'est là où, effectivement, la question de la souveraineté se pose, mais au niveau de l'usage, même pas au niveau de la localisation des données. C'est où est-ce qu'on va entraîner nos datas, où est-ce qu'on va faire l'inférence. Bon, forcément, elle est plus proche, mais l'entraînement, il vaut mieux la faire là où l'énergie elle est décarbonée que là où on installe des centrales à gaz. Oui, c'est un sujet compliqué parce que effectivement l'IA, comme l'informatique en général, ça n'a pas de frontières, quoi. Donc ça devient assez compliqué et il y a juste des tendances pour des raisons de souveraineté au moins, de ramener les data centers le plus proche de nous. Peut-être une toute dernière question. Oui, bonjour. Je voulais savoir dans l'impact carbone, le coût global du data center, le regard qui est porté sur la pérennité, la fiabilité et la performance de l'enveloppe du data center par rapport au cœur de la machine. Est-ce que le sujet d'énergie, c'est que tout ce qui est informatique, ventilation, refroidissement, ou on s'inquiète aussi de
l'impact du bâtiment lui-même? Alors, pour répondre sur peut-être quelques points, effectivement, l'enveloppe, c'est principalement du béton. En tout cas, en France, c'est plutôt du béton. On aime bien le béton. On utilise plutôt du béton bas carbone maintenant. Donc, c'est des bétons, effectivement, qui, à la production, vont consommer moins d'énergie pour le produire. Au niveau des salles serveurs, la solution DLC dont on parlait tout à l'heure, c'est une solution qui va avoir un impact carbone de entre 30 et 40% plus efficiente que les solutions traditionnelles qu'on utilisait avant avec des climatiseurs dans les salles, ce qu'on appelle des cracks. Bon. Donc effectivement, il y a un effort qui est fait pour diminuer l'impact carbone de l'enveloppe. Maintenant, on a encore du chemin à faire, mais il y a un effort significatif qui est fait là-dessus. Et la plupart maintenant des donneurs d'ordre demandent de travailler sur cet impact carbone du core and shell du data center. Monsieur, on a le temps pour une dernière question. Écoutez, je regarde. Allez-y. Très rapidement, je voudrais aller au-delà de la question. L'IA nous permet de générer énormément de choses. Je peux générer une vidéo de Macron qui danse avec Poutine. Moi, j'ai envie de questionner l'usage. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'encadrer ce qu'on peut générer avec l'IA, des faux documents, un impact sur la désinformation? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté de contrôler ça, à la fois pour la souveraineté des entreprises, mais aussi pour l'ensemble de la société civile? Alors, au niveau des normes volontaires, donc au niveau du système européen, on a donc par exemple un projet de norme européenne actuellement en cours sur la génération, qui viserait à contrôler la génération de deepfake, par exemple. Donc effectivement, il y a des pratiques volontaires qui commencent à se mettre en place à des niveaux internationaux ou européens sur justement le cadrage d'une manière ou d'une autre d'une utilisation potentiellement malveillante générée, avec les IA génératives. Après, aujourd'hui, n'étant pas côté gouvernement ou ministère, je ne pourrais pas aller plus loin sur le volet régulation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau volontaire, on voit de plus en plus d'acteurs de la société civile et d'entreprises qui montent au créneau et qui proposent justement des projets de normes qui comportent des exigences et des recommandations pour cadrer ces pratiques-là. Il y a eu une intervention récemment de Thierry Breton qui était à l'Europe sur le numérique, qui avait précisé qu'effectivement au niveau européen il y avait un cadre qui était mis sur l'utilisation de l'IA et pour prévoir justement l'utilisation malveillante de l'IA et du coup pour sécuriser, donner confiance aux utilisateurs, aux entreprises d'utiliser l'IA. Alors c'est pas parfait, mais j'ai compris que déjà au niveau européen tout ça a été mis en place ou est en train de se mettre en place. Vous aviez une question, je crois, c'est bon? Bon, bah écoutez, je vous propose de s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Alors, j'ai oublié de me présenter moi. Donc, Jérôme de Barsco, je suis de Minalogic, qui est un pôle de compétitivité sur la région Rhône-Alpes, autour des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle, basée essentiellement à Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Merci à vous tous.